Je m'excuse, après je ne sais pas combien d'années d'enseignement universitaire, je ne suis pas capable de parler assise. Donc, je parle debout. Et je vous parle d'un sujet qui a été déjà soulevé par Thomas Fleer dans son exposé. Vous allez reconnaître certaines images, certains bâtiments, mais je me concentre justement sur ces deux projets et pas du tout parce que ça va peut-être devenir ou pas devenir patrimoine mondial, mais parce que c'est une histoire totalement fascinante de l'après-guerre à Berlin. Thomas Lieber, könntest du leiser reden? Pardon. Alors, l'après-guerre en Allemagne. Qu'est-ce que c'est l'après-guerre en Allemagne? Il faut tout de même regarder un petit peu ce que c'était. Parce que, pas par hasard, l'Allemagne avait perdu une grande guerre et elle a été punie par une répartition de son territoire en 4, plus par la déduction d'un grand territoire au profit de la Pologne, donc la Prusse orientale rayée ici en rose et blanc, la Poméranie et la Silésie. Les territoires restants occupés et contrôlés pendant des années par les forces alliées que vous allez reconnaître à travers les drapeaux qui sont posés dessus. La ville de Berlin, qui se trouve, comme vous pouvez peut-être vraiment voir sans que j'y place une lumière extra, c'est ce cercle avec les 4 drapeaux, parce que Berlin aussi, comme vous voyez sur la carte à droite, était reparti en 4. Et là, on a écrit Russisch, Französisch, Englisch, Amerikanisch, c'est très clair, c'est les 4 alliés, et la zone russe est assez grande. Et les 4 secteurs seront pendant les premières années contrôlés par les 4 forces alliées, et après il y aura un changement politique et territorial causé par l'évolution politique de la grande situation globale et locale. Vous avez certainement déjà entendu parler du blocus de Berlin, qui était situé au centre d'un pays contrôlé par l'Union soviétique et qui bloquait tous les accès de transport à Berlin, et les alliés de l'Ouest ont envoyé avec leurs avions tout ce qu'il fallait pour faire survivre Berlin-Ouest. Ça a été une situation très dramatique après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça a été gagné par le côté Ouest et suivi presque immédiatement, si vous regardez les dates, mai 49, fin du blocus, qui n'a pas abouti à ce qui était le but de l'Union soviétique, c'est-à-dire de reprendre Berlin dans le territoire de la sowjetische Besatzungszone. Et le 23 mai, la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, a été fondée, soutenue politiquement par les alliés de l'Est, donc l'Angleterre, la France et les États-Unis. Pas beaucoup plus tard, en octobre, les territoires de la zone d'occupation soviétique sont réunis dans un nouvel État, la République démocratique allemande, la RDA. J'oublie jamais que dans mon enfance, j'avais un atlas Dirke pour l'école, sur lequel il y avait aussi la RDA, la DDR, entre guillemets. Et on disait, parmi les gens qui n'étaient pas favorables à cette répartition, la sogenannte DDR, appelée DDR, mais que c'était pas vraiment un État. Et j'ai des amis qui disent toujours que c'est c'est pas un pays. Ça n'a pas été un pays, ça n'a jamais été un État. Ça existe encore. Donc une confrontation politique très, très forte et très dangereuse pour toutes les forces et non-forces impliquées dans cette situation post-conflictuelle et toujours conflictuelle. Tout ce théâtre se joue à Berlin de manière absolument évidente dans la politique et qui deviendra évidente dans l'architecture. Mais avant que je le dise, il faut encore un détail. Il faut comprendre que pour l'Allemagne de l'Ouest, fondée donc en RFA, et Berlin de l'Ouest, le mot national
était banni du langage. On ne parlait pas de national, parce que ça aurait été associé avec la période dont on voulait se tourner vers un avenir. Donc le national ne figurait même pas dans l'histoire de l'art. On faisait plus l'histoire de l'art allemand ou Nationalgeschichte, mais on faisait régional. C'était une évasion comme ça pour attaquer une nouvelle période. Dans le secteur russe, qui devenait la capitale de la République démocratique, le national et la Nationalbautradition, les traditions nationales devenaient un mot très fort. Et le national figurait dans le vocabulaire de l'État, de l'administration et de la culture. Et c'est comme ça que, même dans la terminologie, qui va jouer un rôle fort dans cette confrontation des systèmes, les partis sont pas pareils. Dernière chose, Ostberlin, c'est une création, bien sûr, linguistique de l'Ouest. Parce qu'à Ostberlin, les gens officieux disaient jamais Ostberlin, mais Berlin, Hauptstadt der DDR, capitale de la RDA. Tout cela juste pour vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas que d'histoire d'architecture, mais qu'il s'agit d'un conflit culturel et politique. Et le concours des systèmes, c'était pas un concours joli comme pour un concours architectonique, mais c'était un concours idéologique et pas une bataille, mais quand même un concours fort. Alors maintenant, il faut imaginer que pas que Berlin, mais Berlin surtout, était fortement détruit par les bombes, dans un état épouvantable. Vous allez voir les images. Alors comment peut-on, dans une situation des deux Berlins, à l'ouest et à l'ouest, reconstruire la ville entière, reconstruire les deux villes différemment, comment repenser une ville gravement détruite, comment restructurer, parce que, bien sûr, on méprisait l'historicisme, donc il y avait des gens qui disaient que c'était pas si mal que ça, qu'il y avait tellement de ruines, parce que maintenant on pourrait faire du neuf, ça a été dit, et comment exprimer dans l'urbanisme des deux côtés du futur mur qui n'existait pas encore, un nouvel esprit. Le nouvel esprit démocratique, articulé, soutenu par les alliés de l'Ouest, ou alors un esprit socialiste soutenu par l'Union soviétique. Voilà, j'ai déjà dit, le mot national est hors service à l'Ouest et national affirme la crédibilité culturelle et politique de l'État de l'Est. Alors, ça a l'air joli, puisque c'est bleu, et j'aime bien le bleu. Mais le bleu foncé signifie détruit complètement, et le bleu clair signifie détruit, peut-être encore réutilisable. Si vous regardez la carte de Berlin, vous allez voir qu'il y a des endroits particulièrement bleu foncé, dont les deux que j'ai marqués avec mes flèches rouges. Celui que vous voyez à gauche, cette flèche montre sur le Hanseviertel, que vous allez voir. Et les deux flèches à droite marquent le début et la fin de la future Stalinallee qui s'appelle encore Frankfurter Allee, parce que c'était la rue et la route qui menait vers Francfort sur la Oder. Alors Berlin, imaginez que c'est une très grande ville qui a été fortement frappée par les bombes, et il y a des endroits blancs là, plus au sud, plus au nord. Il y avait des quartiers peu affectés comme Prenzlauer Berg, comme Zehlendorf, d'autres lieux où on pouvait vivre normalement. Mais pour tous ces gens qui avaient habité au centre-ville, soit ils étaient partis, soit ils étaient morts, ou alors ils devaient se tenir ailleurs ou peut-être dans ces ruines totalement pas romantisées, mais aventureuse, comme dans le film avec What is it? A Foreign Affair, Marlène Dietrich, qui chante dans une cave qui va bientôt s'écrouler. Bien sûr que c'était du studio. La Stalinallee donc, on commence parce que c'est chronologiquement parlant le premier grand projet de Berlin de l'après-guerre. C'était comme ça qu'elle se présentait, enfin que le lieu, la Frankfurter Allee, se présente au mois d'août 1946.
On voit que c'est à peine possible de passer avec une voiture. On voit que on peut pas identifier des maisons. On a du mal à s'orienter. On regarde, à mon avis, mais je suis même pas sûre, vers l'est. Mais qui sait? Je peux pas dire. Mais bon, ça, c'est la crédibilité de la photo, c'est le Bundesarchiv, donc c'est une photo vraiment crédible et bien datée. C'est comme ça que se présente Berlin à cette époque-là, à l'est comme à l'ouest, dans ces parties bleu foncé sur la carte du dommage de guerre. Voilà, c'est peut-être pour cela que le collectif Plan, que Thomas a déjà montré, est une utopie colorée. Parce que si vous regardez une mer de gravats, quoi, de truma, de ruines, vous dessinez peut-être quelque chose de coloré et quelque chose d'abstrait qui prend pas vraiment en compte tous les détails desquels il faudra s'occuper en réalité. Alors on fait un grand projet, c'est le collectif Plan que vous voyez là, et ce qui est au milieu là, cette petite chose rouge et pas mes flèches, c'est la porte de Brandebourg. Donc ça marque d'ailleurs aussi la frontière entre les trois secteurs de l'Ouest et le secteur Est, qui existait déjà mais qui jouait pas encore un rôle important dans cette planification, parce qu'aucune des personnes impliquées dans ce collectif que j'ai nommé là à droite, si vous voulez lire, je vais pas tous les mentionner. Le personnage Hans Scharoun a déjà été nommé par Thomas Flierl. Il était nommé Baustadtrat, c'est-à-dire il était responsable vraiment, en position élevée pour la planification de l'après-guerre pendant peu longtemps, parce que il y avait des désaccords sur le conceptuel et peut-être aussi sur la politique. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit une pensée, on voit une vision, on voit plus une ville. Et même si on avait fait la ville en bandeau, cette utopie-là, ça aurait été au premier pas qu'on aurait dû faire pour le réaliser, une chose impossible. Mais c'est une vision qu'il faut voir. Et c'est l'idée aussi que la vallée de l'Achepré, que vous voyez là avec cette chose très courbée, c'est notre petite rivière, on dirait, parce que l'Achepré n'est pas vraiment un fleuve. Un retour vers une période ante, c'est-à-dire à la nature et à la vallée de l'Achepré. Et en ignorant tout ce qui s'est passé depuis, mais pas entièrement, parce que par exemple en bas sur le plan vous voyez un petit avion, ça c'est l'aéroport de Tempelhof. Donc, moi, je trouve que ce collectif Plan, c'est surtout une œuvre de graphisme et de dessin, mais ça montre aussi une situation dans laquelle on a ces idées-là, mais on n'a pas encore d'idée concrète comment on pourra commencer le travail. Mais ça continue parce que suivant cette idée de la déurbanisation, a été dit, de Berlin, surtout dans cette partie que j'ai encore marquée par la petite flèche rouge, c'est le premier dessin qui montre que ce qu'on va ou voulait reconstruire à ce moment-là, c'était pas du tout la ville dense d'avant, c'était pas du tout la ville avec les rues corridors, avec les immeubles de 4 ou 5 étages, plus cave et avec peut-être des magasins au rez-de-chaussée. Non, c'est une Siedlung, c'est un ensemble architectural, et si vous regardez les grands traits noirs à côté des signatures pour les maisons, vous allez voir que il y en avait qui étaient prévus pour être plus haut, parce que c'est l'ombre qui marque la hauteur de l'immeuble imaginé. Donc il y a des petites barres, il y a des grandes barres, et il y a ce qu'on appelle la construction tapis, c'est-à-dire des bungalows réunis dans des ensembles comme ça ici, carrés, un petit peu parsemés là-dedans, et tout cela bien sûr dans une verdure qui est accentuée par les petits ronds qui sont des arbres qui représentent. Sur la rue qui passe en haut et la place qui est à droite, on peut dire que ça c'est la Frankfurter Allee, on pourrait imaginer, un petit peu abstraite quoi, et tout à fait là, en longeant la rue, ils ont posé des bâtiments qui n'ont pas du tout l'air d'être ce qu'on appelle le Blockrand, c'est-à-dire le bord d'un bloc.
mais c'est plutôt aussi dans un style courbé et comment dire, paysager plutôt. Ça, c'est le premier projet. À droite, en bas, vous voyez ce qu'on en a fait pendant une année, je pense, de travail. C'est devenu beaucoup plus, comment on appelle ça, tamisé, plus de somme, hein, c'est-à-dire que c'est pas du tout aussi audacieux, ni assez spacieux, ni aussi fantastique vu la typologie. On a là les petites barres et avec les deux grandes flèches rouges, je marque ce que Thomas a déjà montré, c'est l'Overgangheuer, les Balcony Access Houses qui longeront la rue, qui est maintenant reconnaissable. C'est toujours la Frankfurter Allee. On n'a pas encore rebaptisé Stalinallee parce que c'était en mois de décembre 1950 seulement qu'on a rebaptisé. Et là, je pense qu'on n'y est pas encore. Hans Scharoun donc conçoit avec son collectif que vous avez vu sur l'écran précédent, un collectif d'architectes et d'une architecte. Ils ont conçu cette unité d'habitation, aussi un terme nouvellement inventé pour reconstruire Friedrichshain. Mais Hans Scharoun ne restera pas Baustadtrat pendant longtemps et la Wohnzelle Friedrichshain sera mise de côté aussi vite que possible, mais pas entièrement parce qu'on avait déjà construit. Donc on n'a pas démoli pour mieux faire, mais on a tout de même construit ce qui était déjà conçu. Mais le vent tourne. Et là aussi, vous avez déjà entendu que une délégation d'architectes et de fonctionnaires vont voyager à Moscou pour se faire indoctriner et pour revenir avec un nouveau concept, avec l'idée d'une réurbanisation de cette cité en ruine. C'est-à-dire qu'on va pas construire une Siedlung, un settlement, mais qu'on va reconstruire un espace urbain. Et suivant l'idée du grandiose, du grand, du beau, et on se fait pas de soucis pour tout ce que ça va peut-être coûter. Et chose très importante, après le retour de ce voyage en septembre 1950, on passe la loi pour la reconstruction des villes en RDA, et pas que cette loi, mais on passe aussi surtout la possibilité de posséder les propriétaires, c'est-à-dire la collectivisation des terrains sur lesquels on construit. Et c'est comme ça seulement que c'était possible de construire la Stalinallee, parce que il y avait un énorme nombre de propriétaires qu'ils auraient tous dû exproprier. Et ça aurait coûté des années. Alors, avec cette loi de Aufbauwerk et Aufbaugesetz, on peut se mettre tout de suite au travail de la planification pour construire cette rue. Alors, le style était secondaire à ce moment-là. Le style vient avec le concept du projet et la nationale Bautradition, c'est-à-dire l'idée de pas construire dans ce qui est nommé internationalisme capitaliste et Eierkissen-Architektur, je ne sais pas traduire ça en français, donc boîte d'œufs, des trucs comme ça. Alors ça c'était hors question. On allait construire du beau. Et tout ce qui était moderniste était traité du mot formalisme, et formalisme c'était horrible, hein, c'était dangereux d'avoir conçu quelque chose de formaliste parce qu'on passait aux oubliettes. En été 1951, le concours pour la reconstruction de la Frankfurter Allee est tenu. On reçoit, comme j'ai écrit, 43 entrées qui sont jamais montrées d'ailleurs. Ils doivent être dans les archives. Hein. Je ne sais pas, Thomas, si tu as déjà regardé les entrées de ce concours. Moi, je n'ai vu que le concept de Hartmann et tout le reste, j'ai jamais vraiment vu. C'est peut-être encore un sujet de recherche. Alors, ils trouvent ça moyen, le jury, mais quand même, il faut y aller. Donc, ils vont honorer 5 projets qui sont pas
pas idiots, mais qui sont quand même faisables, mais avec l'idée d'un collectif, mais d'un autre collectif que celui de Sharon. On va George Egon Hartmann, dont le projet a été trouvé le plus faisable, Richard Paulik, Hans Hopp, Kurt Leucht-Suhadny, et puis après on va encore associer Hermann Hinzelmann, qui vont faire le team qui va construire la Stalinallee. Alors tout cela se décide en été 1951 et avec cette cette loi pour la reconstruction des villes en RDA permet de désapproprier les propriétaires, mais absolument rapidement. Et le chantier, c'est ce qu'on raconte par un jour glacial de janvier 1952. On commence à construire, on commence à démolir. Mais d'abord, on a la vision. Alors ça, c'est un graphisme qui a été fait plus tard. Donc, c'est le très beau plan publié dans la brochure sur la Stalinallee, première rue socialiste dans le monde. Et on voit qu'il y a des petits chiffres là. C'est les blocs 1, 2, 3, 4, 5. Et avec les architectes associés qui sont nommés en dessous de l'image. Et vous voyez là le tracé d'un très grand boulevard très large avec cette forme de tortue là qui sera très vite fait un hall de sport. Conçu par Richard Paulik. Je vais pas discuter les blocs en détail, mais vous voyez que ça accompagne une rue, c'est un boulevard qui est construit et avec un petit peu d'effort, vous allez reconnaître ce qui reste et ce qui est là de la Wohnzelle Friedrichshain, c'est-à-dire ces petites barres là en parallèle. Ça, c'est ce qui reste et qui a été gardé, bien sûr, parce qu'il y avait des gens qui habitaient. C'est la Wohnzelle Friedrichshain avec les deux bâtiments qui longent la rue que vous allez voir en détail plus tard. Alors, imaginez, vous avez une ville, un quartier avec un parcellaire historiciste, avec je ne sais pas combien de terrains avec des propriétaires séparés. Vous avez bien sûr en dessous, vous avez l'infrastructure, donc tout ce qui est eau, électricité, téléphone, tout cela et égouts. Et tout ça va suivre bien sûr dans la logique de l'ancien parcellaire, l'infrastructure correspond à la suprastructure et vous allez couper là-dessus. C'est-à-dire en faisant les grandes tours pour construire ces grands blocs, on détruit une bonne partie de l'infrastructure qui est à refaire, mais par endroits bien sûr on essaye d'éviter. On voit aussi que au nord, à droite sur mon image, avec cette place ovale, on voit qu'il y a une grande partie de l'architecture du 19e siècle, de la Gründerzeit, est encore là et restera. C'est-à-dire, on va pas les démolir tout le reste pour en faire un settlement. Non, on garde la vieille ville en pierre, mais elle va disparaître derrière la très belle coulisse théâtrale de la Stalinallee qui va se construire avec une vitesse extraordinaire. Qui sait qui va construire? D'où viennent les architectes? Qui sont-ils? Comment sont-ils regardés, traités, estimés? Je crains que le noir sur le bleu se lit mal. Sur mon écran, c'était plus joli. Ici, la projection ne permet pas la lecture. Je vais donc vous lire de haut à gauche Hermann Hinzelmann, Egon Hartmann, Richard Paulik, Kurt Leucht, Hans Hopp, Kurt Suhadny, et les deux personnes en bas appartiennent à une autre histoire, et j'ai ajouté Reinhold Lingner et Joseph Kreiser. Ils sont représentés dans cette même brochure où il y a le plan parce que déjà avant la production du livret, ils ont reçu le Nationalpreis. Alors c'est le prix national, et je vous disais que national c'était absolument banni de langage de l'Ouest, et à l'Est national c'était important, et le Nationalpreis était le prix le plus élevé pour les productions culturelles en RDA.
Donc, ces 6 architectes vont recevoir le Nationalpreis que vous voyez à droite sur la photo en noir et blanc du mois d'octobre de la même année. Ils font comme ça une file et recevront bien sûr un coup de main de Wilhelm Pieck, chef d'État, et pas mal d'argent. Parce que le Nationalpreis ramène une prime pas du tout détestable. Reinhold Lingner n'est pas nommé, il était architecte jardiniste ou jardinier, paysagiste, très important pour tout le projet. Je comprends pas pourquoi il n'a pas eu ce prix non plus. Et Joseph Kaiser va entrer en 1957 parce que lui est associé avec la deuxième période de la Stalinale, la période moderniste après la fin de la période staliniste. Voilà, c'est comme ça que ça se présente le 4 juin 1952. On voit que les ruines sont déblayées, on voit que à gauche, on a démoli toute une rangée de maisons. C'est-à-dire l'avenue a été élargie vers le nord, donc pour créer un espace vert qui d'ailleurs est très réussi et tout le monde aime bien. Les 2 flèches rouges, celle à droite montre sur le bloc C sud de Richard Paulik, et l'autre flèche montre une des maisons d'accès balcon que vous avez vu sur le plan. Ce sont les constructions déjà faites de la Wohnzelle Friedrichshain qu'on n'a pas démolies mais gardées et qui sont visibles, mais on fait tout après pour rendre invisible ou le plus invisible possible ces 2 bâtiments et tout ce qui est derrière. Imaginez l'effort et voyez comment techniquement parlant, tout est fait à la main. Collecter les briques des ruines, les débris, les nettoyer, les trier, les stocker et les réutiliser parce que la Stalinale est construite avec des briques de ruines. Trümmerziegel. C'est comme ça, les matériaux de ces grands blocs qui vont être construits sont de Trümmerziegel. On n'a pas vraiment beaucoup de béton, et puis ça sera couvert de céramique que vous voyez pas encore ici. Juste une photo très récente d'une des maisons accès balcon avec les arbres plantés devant pour les rendre invisibles, mais le premier avis où j'y étais, l'invisibilité ne fonctionnait pas encore. Vous voyez l'endroit avec ma flèche rouge, c'est là le Laubenganghaus et là c'est l'autre. Et c'est ce qui reste de la Wohnzelle Friedrichshain visible pour l'avenue. C'est une architecture, on pourrait dire, pas de banlieue, mais quand même de tradition du logement social des années, fin des années 20, début des années 30, avant la période nazie à Berlin. On aurait construit comme ça, donc c'est un petit peu rétro, ces maisons accès balcon. Cette image, vous l'avez aussi déjà vue, c'est la maison Paulik qui a une cour d'honneur, qui a un avant-corps décoré de reliefs, qui a des colonnes et où on voit pas comment rentrer. C'est-à-dire il y a une grande porte centrale et tout le reste ce sont des magasins parce que c'est des maisons d'habitation et aussi de magasins et de cafés. Et pour les accès, j'ai réussi, et c'était pas du tout facile, de trouver un plan du rez-de-chaussée de la partie centrale de cette maison. Et vous voyez qu'il y a cette grande entrée sur le sud, et puis on traverse le bâtiment, et c'est derrière qu'il y a un couloir qui donne accès aux cages d'escalier dans la systématique du bâtiment. Je peux vous dire, parce que je suis montée, que normalement un palier donne accès à 2 ou 3 appartements, 2 qui traversent, un 3e qui est emprisonné, ou alors 2 qui traversent. Ça dépend bien sûr aussi de la distribution et du plan. Chose visible ici, si vous regardez mon Google Earth image, vous voyez les cages d'escalier, puisque les fenêtres d'escalier sont très visibles sur le nord. Et vous voyez aussi que ce sont en principe des bâtiments assez minces. En principe, ce sont des grandes barres.
Ça se voit pas du côté rue, mais du côté cour, on voit assez bien que c'est des grandes barres et avec une systématique assez surprenante parce que même le bâtiment sud, avec sa façade représentative sur la rue, a tous les cages d'escalier sur le nord comme il faut, dans une grande barre correcte. Parce que les accès se font sur le nord et pas sur le sud. Alors c'est assez intéressant la typologie de ces grands blocs de la Stalinallee, parce que ce n'est pas que du beau, c'est aussi du pratique. Et bien sûr que le décor est important. Non, je vais pas finir après 2 minutes. C'est la Stalinallee côté au est. Et le point tournant de la Stalinallee, c'est le cinéma Cosmos, conçu par Josef Kaiser, qui trouve un lieu totalement préparé pour son cinéma, parce qu'on avait prévu un bâtiment culturel, et il y place le premier bâtiment moderniste de la RDA à Berlin. C'est le Kino Cosmos que vous voyez sur mes images et que je vais plus commenter parce qu'on m'a dit qu'il faut que je finisse, ce que je ne vais pas faire parce qu'il faut que je vous montre encore le Hansaviertel. On change, on va vers l'ouest. C'est l'autre flèche là, à gauche, que vous avez déjà vue. Bombardé comme à l'ouest, brûlé d'ailleurs parce que c'est des bombes phosphore qui ont détruit le Hansaviertel en 43. Et vous voyez aussi que là, par exemple, les gens ont mis ils ont planté des légumes sur le Tiergarten, dans le parc, et ils coupent les arbres pour se chauffer. Donc ça, c'est la situation de l'après-guerre, et il y a d'abord le projet d'une reconstruction, un concours pour la reconstruction, dont vous voyez le résultat au milieu. C'est des petites barres et des grandes barres qui sont complètement différents du parcellaire avant. Là, les signatures jaunes montrent la structure historiciste qu'on va abandonner pour totalement changer l'aménagement urbain, pour avoir un paysage urbain. Et bien sûr, chose importante, on en fait une exposition d'architecture. Ça, c'est une décision prise avec le soutien et le financement des alliés de l'Ouest, surtout avec le soutien des Américains, mais aussi des Anglais. Et on a invité des architectes du monde entier, mais du monde de l'Ouest, pour réaménager le Hansaviertel suivant ces idées de forme organique et de paysage libre. Comparer l'image à gauche avec cette grande image, et puis ça sera une exposition d'architecture axée par exemple par une Seilbahn. J'ai oublié le mot français pour ça. C'est ce que ça a donné, c'est-à-dire on a des grandes barres de 8 étages avec des petites barres de 4 étages avec des bungalows d'un seul étage. Et vous voyez la contribution ici courbée de Walter Gropius, suit celle de Pierre Vago. Derrière, on voit celle de Alvar Aalto de la Finlande. Un petit peu plus à droite, celle de Oscar Niemeyer du Brésil. Et j'arrête là parce que je les connais tous, mais c'est pas nécessaire de les connaître tous. Ici, un choix des contributeurs, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, plus que 40. Mais je vous montre là Oscar Niemeyer, encore jeune et très beau, Le Corbusier, Pierre Vago, Hugh Stubbins, Max Taut, Werner Duttmann. C'était l'élite des architectes de Berlin-Ouest et de l'Allemagne de l'Ouest, et les invités internationaux qui voulaient, et ça c'est important, qui voulaient collaborer à un projet d'après-guerre qui serait un projet de réconciliation. Parce que beaucoup venaient des pays qui étaient des ennemis pendant la guerre. Et qui venaient pour construire quelque chose de neuf ensemble pour l'avenir et pas du tout pour se souvenir du passé qu'ils connaissaient encore très bien. L'Enterba ouvre en été 1957. C'est une fête allègre et jolie. Imaginez que vous vous promenez avec une telle robe. Enfin, moi, je me promène avec une telle robe. En 57, Hansaviertel, c'est pas vraiment très pauvre. Alors, plutôt élégant. Et soutenu par l'État.
mais pas de manière officielle, mais de manière semi-officielle, parce que c'est pas la tête, enfin le chancelier qui va venir, mais c'est le président de l'Allemagne, qui n'a pas le pouvoir du président de la République française, mais qui est un représentant à la tête de l'État. C'est Theodor Heuss, que vous voyez dans son habit d'été, qui se promène sous le bâtiment de Alto, un des plusieurs blocs sur pilotis, parce que les maisons sur pilotis, c'est le leitmotiv de l'architecture. C'est la maison Niemeyer, une photo ancienne de la période de l'exposition. C'est pour ça que je les ai choisis. C'était de vieilles diapositives avec cette belle tour d'ascenseur, pas pratique, mais quand même impressionnant. La maison Alto, avec son idée du Hallraum, c'est-à-dire de l'espace central distributeur qu'il a développé à la base d'une idée de maison cour et qui va superposer et juxtaposer, et comme ça sa maison est devenue une maison très très extravagante, un unicum. Il n'a jamais construit un autre exemplaire de cela. Il n'y a que celui-là qui existe sur le monde. La maison Pierre Vago avec un split level, un fantaisiste dont on peut parler longtemps, mais je vous propose de juste regarder. Et pour l'ensemble, vous voyez qu'il y a des tours, il y a des petites barres, des grandes barres, il y a des sculptures. Et dans beaucoup de ces bâtiments, il y a bien sûr comme un clin d'œil, et plus qu'un clin d'œil, de Le Corbusier. Et j'ai choisi de mettre sa grande unité d'habitation en tout petit au milieu, parce que tout le monde sait qu'il était là, mais il n'est pas dans le Hansaviertel. Sa barre était trop grande. Elle est donc à côté du stade olympique. Staline et Hansaviertel, complémentarité patrimoniale? Qu'en pensez-vous?